Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Chapitre 1. Un enfant attendu. Hugo naît un matin d'automne, dans une grande constellation familiale, où sont déjà passés de nombreux demi-frères et demi-sœurs, dans une galaxie où tous les astres voyagent et disparaissent. Sa mère meurt lorsqu'il a 1 an et demi. Hugo va alors vivre dans l'univers d'une famille d'accueil. Il croise son père quelquefois, mais ne porte pas son nom. Celui-ci, quelques années plus tard, signera son acte d'abandon. C'est durant ces années que naît notre projet d'adoption. Mon mari et moi sommes sensibles au fait que l'on trouve moins facilement une famille pour adopter un enfant grand. Quelque chose nous attire vers ce choix particulier. Nous avons le désir d'être des parents, là où il en manque cruellement. Pour cela, nous n'irons sans doute pas au bout du monde, mais nous serons simplement là où le besoin existe, là où un enfant attend des parents depuis longtemps, là où le besoin d'être aimé se fait peut-être d'autant plus intense. Très vite, nous nous sentons différents de la plupart des futurs adoptants. Nous avons vécu la joie de mettre au monde 3 enfants, et nous ne souffrons pas de cette infertilité qui engage de nombreux parents dans le processus d'adoption. Les démarches en vue d'obtenir l'agrément ne sont pas pour nous ce qu'on nomme habituellement le parcours du combattant. Bien au contraire, l'assistante sociale, psychiatre, grâce à l'enquête et aux investigations psychologiques, nous permettent de faire le point sur ce que nous sommes, sur ce que nous pourrions vivre ou non dans une adoption. Le couple que je forme avec Pierre est bâti sur une particularité. Nous sommes issus de milieux sociaux très différents. La souplesse mutuelle que cela nous a demandé fait la richesse de notre relation, entretient le respect et préserve l'autonomie de chacun. Nous avons fait le choix de vivre à la campagne, dans une grande maison qui se transforme à l'arrivée de chaque enfant. Nous les élevons dans cet environnement rural, au contact de la terre, des animaux qui font leur joie et qui sont devenus pour certains d'entre eux une passion. Pierre et moi avons chacun une profession stable, acquise au prix de beaucoup d'efforts et de périodes sans emploi. Bâtir notre famille est au centre de nos projets. Depuis longtemps nous souhaitons 4 enfants. L'adoption de l'un d'eux nous apparaît comme une nécessité, une évidence, un challenge, une manière de participer à embellir l'humanité. Plus qu'un geste, c'est un engagement. Peut-être est-ce là comme une sorte de pari que nous nous faisons à nous-mêmes, le pari de nous sentir capables d'être aussi des parents adoptifs. Notre vie familiale en sera-t-elle dérangée, bousculée ? Peut-être. L'essentiel, c'est qu'elle n'en soit pas déboussolée. Discerner nos possibles et nos limites devient essentiel. Un enfant grand ? Instinctivement, nous sommes animés par ce désir d'ouvrir notre famille à un enfant grand. Lui aurait besoin de nous tous. Et quel enfant grand ? Et s'il avait une maladie ou un léger handicap physique ? Pierre est un peu plus ouvert à cette éventualité. Peu à peu, l'idée fait aussi son chemin en moi. Cependant, ce que nous sentons tous les deux, c'est que nous ne saurions pas élever un enfant qui aurait un handicap mental. Tous ces points de réflexion font mûrir notre projet et ajustent nos motivations. Les entretiens avec les professionnels deviennent des sortes de bilans de santé, comme des temps de remise en forme, avant d'envisager une grossesse. En nous donnant l'agrément, la commission chargée de prendre cette décision me fait un très beau cadeau d'anniversaire. Ce jour-là, j'ai 33 ans. Cette histoire, Florence commence à la raconter un peu comme un conte de fées, à la manière de « Il était une fois un enfant qui n'avait plus de parents, et il était une fois des parents qui désiraient très fort un enfant. » Travaillant en maternité ainsi que dans l'accompagnement des couples en demande d'adoption, j'ai pu 100 fois observer que l'attente d'un enfant, et peut-être encore plus, l'attente d'un enfant en vue d'adoption venait réveiller les histoires magiques de notre toute petite enfance. Le miracle, qui préside à l'arrivée de l'être humain, vient nous solliciter dans nos zones les plus anciennes, nous plongeant d'emblée dans les dimensions du rêve et de l'imaginaire. Dans le cas de l'adoption, l'imaginaire est d'autant plus sollicité que, comme dans la plupart des contes de fées, l'enfant a déjà souffert et semble d'emblée attendre réparation. Blanche-Neige, Cendrillon et bien d'autres avaient perdu leur famille d'origine et souffraient dans ce qui n'était qu'un espace transitoire, une sorte de belle-mère d'accueil qui le plus souvent les malmenait, les jalousait. Ces mères de substitution peuvent être assimilées aux accueils temporaires, familles d'accueil, orphelinats, pouponnières, collectivités diverses.
Mais ces héroïnes de contes ont droit, après ces histoires douloureuses, à être aimées sans limite, souvent par un prince charmant qui enfin les rendra heureuses pour toujours. Dans le processus d'adoption, les héros ont aussi souffert, et comme le dit Florence, les futurs parents ont le devoir de passer de nombreux examens pour s'assurer de donner à l'enfant souffrant tout l'amour qu'il mérite. Et peut-être un peu comme le prince charmant tant attendu, les parents ont aussi à charmer les instances qui décident de leur donner ou non cet agrément. Florence est agréée comme mère adoptive le jour de son anniversaire. Le jour où sa propre mère l'a mise au monde. Nous verrons plus tard l'écho que cela peut venir faire précisément à son histoire. Elle est ravie de voir cet enfant à venir, lui faire un clin d'œil, mais ce qu'elle ne sait pas, c'est qu'il vient aussi, par la même occasion, faire un clin d'œil à des traces anciennes très particulières. C'est un peu comme si d'emblée elle inscrivait, ou comme si la vie inscrivait cet enfant dans sa filiation, plus encore dans sa chair. Comme pour leurs 3 autres enfants, Florence et son mari sont dans un très fort désir de donner. Plus encore que pour leurs 3 autres enfants, ils sont dans un challenge. En effet, lorsqu'il s'agit d'adoption, le désir de donner s'accompagne très vite du désir de réparer, avec souvent comme corollaire le sentiment ou le désir de pouvoir tout réparer. Florence ne vient-elle pas d'écrire « Lui aurait besoin de nous tous ». Dans son récit se glisse l'idée qu'ils ne sauront pas faire avec un enfant trop différent psychologiquement, un enfant dont la manière de vivre remettrait trop en cause leur propre vie, qu'ils ont bâti ensemble à la force du poignet, se créant des valeurs, des projets et réunissant leurs 3 enfants biologiques autour des mêmes aspirations. Ils en sont sûrs, ils désirent accueillir un enfant qui va pouvoir se glisser dans leur vie familiale auprès de leurs 3 enfants. 2 années s'écoulent durant lesquelles nous sommes toujours dans l'attente de notre prochain enfant. Mathieu est notre aîné. Il a maintenant 12 ans. Un peu plus petit que les enfants de son âge, il développe d'autres atouts. De la vie de tous, il est sympathique, il s'adapte à tout, il a 1000 idées à la fois. Il aime le judo et pratique l'équitation avec passion. Margot, la cadette, a 10 ans. C'est une jolie brunette aux yeux noirs et à la peau bronzée, hiver comme été. Je me surprends même à penser qu'un enfant dans la même carnation pourrait devenir plus visiblement son frère. Son poupon préféré, qu'elle a prénommé Mohamed, ne l'a-t-elle pas voulu de couleur noire ? Margot est réservée et prend le temps d'observer les êtres et les choses. Elle se montre impatiente de cette adoption à venir. Emma est la plus jeune. Elle a le regard vif et espiègle. Elle veut toujours tout faire seule et à 6 ans se montre déjà très autonome. Enfin, un soir de septembre, le service de l'aide sociale à l'enfance de notre département nous téléphone. Le conseil de famille a décidé de nous confier un petit garçon de 7 ans en vue de son adoption plénière. Je suis submergée par l'émotion. Puis une sorte de fierté m'envahit. Nous avons été choisis pour être les parents de cet enfant. Nous ne savons rien de lui, même pas son prénom, mais notre désir est si grand que nous sommes sûrs d'être prêts pour cette aventure. Fous de joie, Pierre et moi nous rendons quelques jours plus tard au rendez-vous fixé à l'aide sociale à l'enfance. Nous ne verrons qu'une seule fois cette femme qui, doucement, nous accueille et nous fait faire nos premiers pas de nouveaux parents. Ses paroles, délicatement, nous enveloppent et nous annoncent. Il s'appelle Hugo. Ce petit garçon, il vous attend avec impatience. Il a tellement hâte de vous rencontrer, d'avoir des parents. Dans quelques jours, la psychologue de l'AS nous accompagnera dans la famille d'accueil où vit notre futur enfant. Nous voilà à la fois rassurés et impatients. On nous laisse ensuite Pierre et moi dans ce moment d'intimité, le temps de découvrir les photos d'Hugo et je ne peux m'empêcher de m'exclamer, comme il est grand. Comme il est charmant. Tu as vu Pierre ? Il a des lunettes comme toi. Oh. Il a une petite fossette sur le menton, comme ton père. Alors, de nouveau, comme dans les contes de fées où les enfants très désirés sont l'objet de projets autour de leur berceau, Pierre et Florence repèrent les ressemblances possibles, s'approprient en quelque sorte cet enfant, le faisant devenir un des leurs. Un peu comme le font les parents devant la première échographie, c'est devant la première photo que Pierre et Florence se mettent à rêver. Dans cette intimité qui leur est laissée, ils commencent à bâtir une nouvelle histoire, cela ressemble en effet à une naissance. Tisser un lien avec un enfant imaginaire est primordial lorsqu'on devient parent, et c'est ce que font Florence et Pierre. Dans nos places de professionnels, nous savons à quel point l'imaginaire des parents soutient l'évolution psychologique des enfants.
Un bébé ne sourit-il pas uniquement parce que sa mère interprète sa première grimace de plaisir comme un sourire? Et puis ne les a-t-on pas profondément confortés? Ne leur a-t-on pas clairement annoncé que cet enfant les attend impatiemment, comme père et mère? C'est la convergence de ces deux attentes, celle des professionnels et celle de ses parents qui va solidement mettre en place un enfant imaginaire. Et puis voilà qu'arrivent en vrac des éléments de son histoire. Le lieu où il est né puis celui où il vit maintenant. Il aime faire du vélo, jouer aux petites voitures. Il va à l'école dans une clisse, nous dit-on. Ni Pierre ni moi ne savons ce que cela signifie. On nous explique alors qu'il s'agit d'une classe spécialisée. Tiens. Cet élément-là provoque en moi une sorte de petit pincement au cœur. Je réalise que je ne pensais pas que l'enfant que nous aurions pourrait avoir un retard scolaire. Je le craignais un peu, Pierre aussi je crois, sans en avoir jamais parlé, sans même en avoir vraiment conscience. J'en avais juste un tout petit peu peur comme d'une chose inconnue, à laquelle je devrais m'habituer. J'avais plus enfoui en moi encore une autre crainte, bien refoulée pour qu'elle ne m'envahisse pas, celle que notre enfant adoptif soit porteur de traumatisme. Quelqu'un sait-il d'ailleurs si Hugo a subi des violences qui pourraient entraîner des perturbations graves? J'y pense vaguement mais je n'ose poser la question. Elle me semble bien inopportune dans ce moment où tout me porte vers un grand espoir. Alors, je me rassure en me disant que le passé de cet enfant est bien connu de Laz, qu'il est suivi depuis tout petit. S'il a vécu des traumatismes importants, on nous le dirait. Et puis les psychologues doivent savoir. Cette formulation particulière laisse apparaître la peur qu'a Florence de l'histoire éventuelle de cet enfant. Que signifie en effet être porteur de traumatisme? Est-ce seulement avoir été victime? Ou est-ce porter un traumatisme au sens de le transporter avec le risque de le transmettre? Florence connaît probablement ce risque, mais en même temps elle ne veut pas savoir. Elle veut laisser tout cela de côté, et croire à un enfant qui voudrait changer d'histoire. Or l'adoption vient solliciter le parent dans son fonctionnement le plus inconscient. De la même manière que pour une naissance, les parents se trouvent être tous les deux dans une période de transparence psychique 4. Aux moments les plus intenses de notre vie, au moment des grands mouvements psychiques, naissance, adolescence, milieu de vie, fin de vie, l'être humain se trouve dans cette période particulière de perméabilité entre le conscient et l'inconscient. L'inconscient se trouve alors à fleur de peau. Comme le moment de la naissance, le moment de l'adoption met à nu l'inconscient, celui des deux parents et celui de l'enfant. S'entrechoquent alors, sans les protections défensives habituelles, les trois inconscients, les trois histoires. Le sentiment profond de ne pas pouvoir faire avec un enfant porteur de traumatisme vient parler des histoires oubliées de chacun. La lame de fond que représente le processus d'adoption va non seulement réveiller l'histoire de l'enfant, mais aussi celle de chacun des deux parents. Les seuls problèmes annoncés sont une petite difficulté visuelle et un léger défaut de langage. Je ne vois pas là de raison de m'inquiéter. Mes craintes s'estompent. J'ai confiance en la vie qui met cet enfant sur notre chemin. Je vis un événement exceptionnel, une émotion tellement forte, un rêve qui se réalise, je vais à nouveau être maman. Ce matin, nous allons faire connaissance avec notre fils pour la première fois. Cette rencontre va avoir lieu dans sa famille d'accueil. Juste avant, la psychologue prend un moment avec nous et nos 3 enfants. Je lui demande. Il est grand comme? J'ai besoin d'imaginer sa taille. Comme je me sens en confiance pour poser cette question qui me paraît pourtant un peu naïve. Des questions comme celle-ci, nous en posons beaucoup d'autres dans cet espace où nous nous sentons véritablement accompagnés par les professionnels de Laz. Cet événement unique, qui va avoir lieu aujourd'hui, vient soudain faire écho aux naissances de mes autres enfants. Ils sont nés dans notre maison, avec une sage-femme expérimentée, maternante et sachant guider, qui nous a permis de rester nous-mêmes, tout en assurant notre sécurité. La première rencontre avec Hugo a lieu dans une maison, celle de sa famille d'accueil, et la psychologue du service d'aide sociale à l'enfance m'apparaît alors comme ma sage-femme, douce, respectueuse, capable de nous accompagner dans ce moment unique et l'arrivée d'un nouvel enfant dans une famille. Les mains expertes de ma sage-femme ont aidé à faire naître nos bébés sereinement. À chaque fois, elles les ont posés sur mon ventre et ce geste créait le premier face-à-face. Oubliez alors les images vagues et sombres des échographies, c'était Mathieu, Margot ou Emma,
que je buvais des yeux et dont je pouvais toucher les cheveux humides, la peau laiteuse et douce. Aujourd'hui, c'est notre Hugo qui est là, celui des photos qui nous ont fait le rêver et l'attendre. Il est là devant nous, petit garçon brun aux cheveux courts et au regard fuyant. Mais il est beau, c'est notre nouvel enfant et je ne sais si je peux m'approcher davantage, le toucher, l'embrasser. Je n'ose pas encore. Hugo, dit doucement la psychologue, c'est maman. Ces paroles confiantes invitent délicatement Hugo à se mettre en relation et à créer les premiers liens avec nous. Cette naissance met un peu plus de temps, comme celle d'un enfant qui tarderait à venir au monde. Le ventre dont Hugo semble hésiter à sortir est comme un invisible garage. Tapi dans cet intérieur, il joue aux petites voitures sans les quitter des yeux, semblant ignorer notre présence. La psychologue propose alors une autre manœuvre, faire d'abord naître cet enfant à sa nouvelle fratrie, en réunissant les 4 nouveaux frères et sœurs entre eux, dans l'intimité de la chambre qu'Hugo occupe. Hugo commence sa venue au monde, en tissant ce que je nomme des liens horizontaux. Nous savons que certains enfants, ayant eu l'expérience douloureuse d'avoir été abandonnés par leurs adultes référents, ont survécu grâce à leur père, un peu comme le font les arbres qui, ne trouvant pas d'eau en puisant verticalement dans le sol, vont étendre leurs racines horizontalement jusqu'à trouver la nourriture nécessaire à leur survie. Ainsi font certains enfants réanimés, par l'horizontalité des liens fraternels. Pierre et moi rejoignons les enfants dans la chambre d'Hugo. C'est là que nous commençons à nous apprivoiser. Un brin d'agitation règne dans cette chambre, Hugo rote et saute sur son lit, et Marie est limite dans ses pitreries. Comme il a l'air d'être amusant ce frère. Pierre et moi nous asseyons sur le lit. Tous nos regards se croisent, se sourient. Nous disons à Hugo qu'à la maison aussi, les enfants font parfois les clowns. Hugo s'approche, je le prends doucement sur mes genoux. Il en redescend assez vite. Est-ce trop tôt ? Il apporte ses chaussons en se calant entre Pierre et moi. Qu'a-t-il de si important à nous montrer ? Il pointe du doigt l'intérieur de ceux-ci où son nom est marqué, et il annonce fièrement. Maintenant, je vais m'appeler Hugo Perrier. Peu après les naissances de nos enfants, nous avons pour chacune vécu un moment convivial autour d'une boisson chaude et de petits gâteaux, réunissant autour du bébé et de nous-mêmes, la sage-femme, les autres enfants et les proches. Peu après le premier temps d'apprivoisement avec Hugo, suit un moment semblable. Autour de la table, l'assistante maternelle nous sert copieusement de la brioche et du café. Avec ses formes généreuses, cette femme me fait penser à une mama. Hugo vient de passer 5 ans et demi avec elle, et il va maintenant changer de bras. Il va passer de bras bien en chair aux miens qui sont si fluets. Allons, ce n'est qu'un détail. Ce que je vois surtout, c'est toute la smala que nous formons. La famille d'accueil est là au grand complet. La psychologue et une éducatrice sont là, elles aussi auprès de nous. Ce passage semble avoir été si bien préparé avec toute une équipe. Cela me semble tellement plus chaleureux que si nous étions allés chercher notre fils dans un orphelinat. Après chaque naissance, ma première énergie avait été consacrée à l'allaitement de mon bébé. Le nourrir de ce premier lait, de ce précieux concentré de vie qu'une maman porte en elle, protège, dit-on, de bien des maladies. C'est vrai, nos enfants sont quasiment toujours en bonne santé. Après la première rencontre avec notre fils adoptif, je déploie d'une façon qui me paraît naturelle une énergie à le nourrir de chaleur, d'étreinte, de tendresse, d'éveil, de ce qui me semble être aussi des substances riches de vie. Je suis alors une mère persuadée qu'elle donne la meilleure des nourritures à son enfant. Une naissance. Elle l'avait aperçu bien tapi dans son antre, lui jouait, silencieux. Elle a senti son ventre se rappeler du temps de chaque autre naissance car il est là, son fils. Au doux creux d'elle, il danse, déjà comme l'avaient fait Mathieu, Margot, Emma, ses 3 enfants chéris qui s'étaient logés là. Florence est arrivée, petit bonhomme froid. Elle a cru tout de suite pouvoir faire avec toi, ce qu'elle avait appris auprès de ses petits, construit jour après jour avec Pierre, son mari, lui semblait suffisant. Elle avait bien su faire, elle saurait encore, c'était pas une affaire. Ils vont tous déployer des trésors de tendresse. Un enfant sans parents que personne n'intéresse. Et tu vas recevoir ce dont tu as manqué, la vie, les émotions, la chaleur, l'amitié. LLS arrive près de toi, empressés, ils sont là. Mais Hugo, que fais-tu ? L'amour, tu ne connais pas ? Les 3 semaines qui suivent cette naissance
sont des temps de mise en relation, pendant lesquels nous revoyons régulièrement Hugo, tantôt pour une visite dans sa famille d'accueil, tantôt pour une sortie ou un déjeuner à l'extérieur. Puis il passera un après-midi chez nous, et enfin une première nuit. Nous rencontrons régulièrement la psychologue de l'aide sociale à l'enfance, en présence ou non d'Hugo, et bénéficions ainsi d'un accompagnement global et familial. Le lendemain de la première rencontre, Pierre et moi retournons voir Hugo dans sa famille d'accueil, et nous allons faire tous les trois une promenade jusqu'à une aire de jeu. Hugo me place en haut du toboggan, et Pierre en bas. L'enfant prend plaisir à glisser de nombreuses fois en disant avant de se lancer « Allez pousse maman. Papa. Attrape-moi. » Il nous appelle déjà papa, maman. Quel merveilleux cadeau. De plus, il semble mimer une naissance, il vient de naître de nous et nous nous sentons forts de cette conviction. Hugo ne cherche ni ne refuse le contact. Il accepte que nous le prenions par la main, que nous le soulevions dans nos bras. Nous essayons, je crois, de nous apprivoiser mutuellement. Nos autres enfants se montrent favorables à la venue de leur nouveau frère. Nous leur en parlons depuis longtemps. Emma scande maintenant tous les jours « Hugo, à bientôt Hugo, à bientôt ». La semaine suivante, nous allons le chercher et déjeunons tous les 6 dans une cafétéria. L'image de la famille que nous formons me ravit. Je me vois réaliser le rêve de constituer ma tribu. Pour moi, à ce moment-là, 4 enfants, 2 garçons, 2 filles, cela représente l'équilibre parfait. Voilà que nous commençons maintenant à parler à Hugo, de l'endroit où il habitera bientôt. Au début, les 4 enfants dormiront dans la même grande chambre, le temps d'aménager un espace pour chacun. Le projet de mettre les 4 enfants dans la même chambre vient souligner l'attente d'une intégration immédiate et totale de ce petit garçon. Florence et Pierre ne semblent avoir aucun doute. Hugo entre dans leur famille comme chacun des 3 autres enfants, dans un contexte où la tribu, comme l'écrit Florence, est en quelque sorte une évidence. Hugo fait partie des enfants très désirés. Et voilà que je me souviens, au début de ma pratique de psychologue clinicienne, il y a plus de 30 ans, nous notions de manière particulière les enfants non désirés, ceux dont nous imaginions que la vie commençait difficilement. Actuellement, je repère à quel point les enfants très désirés, dont les enfants adoptés font partie, du moins dans leur seconde venue au monde, ont un sac à dos imaginaire bien lourd à porter, parce que souvent chargé des nombreux désirs de leurs parents et parfois même de leur famille entière. Margot lui dit avec entrain. Tu vas avoir de la chance. Tu auras d'un seul coup un papa, une maman, un frère, 2 sœurs, un chien, 3 chats. De tous les enfants, c'est elle qui a attendu le plus ce frère. Elle qui a manifesté le plus d'impatience, mais aussi de déception. Elle a guetté les courriers susceptibles d'être annonciateurs de l'adoption. Puis, en découvrant Hugo en photo, elle a dit « Il est pas beau ». Ou encore « J'aime pas son prénom ». Margot aurait voulu que nous adoptions un bébé noir, mais Hugo est grand et blanc. Malgré sa première déception, elle semble maintenant bien l'accepter. Mathieu se montre à la fois réservé et respectueux. Il peut nommer Hugo comme son frère dès la première rencontre. En âge, Emma passe de la place de 3e à celle de 4e, mais elle reste fière d'avoir été là avant lui par ordre d'arrivée, et garde pour le moment les bénéfices de la place de petite. Chapitre 2. Un enfant inattendu. Un placenta amer. Après un entretien avec la psychologue de Laz, nous allons voir Hugo dans sa famille d'accueil et nous nous promenons en ville avec lui. Hugo porte un blouson de sky marron, avec une fourrure écrue au col et aux poignets. Je ne sais pas tout de suite pourquoi ce blouson me déplaît. Puis, je me souviens que ce vêtement est identique à celui que porte un garçon qu'il côtoie dans sa famille d'accueil. Ce garçon, presque adolescent, présente un retard mental. J'ai pu voir le jour de la première rencontre des photos les montrant Hugo et lui, même lunettes, même cheveux coupés très courts. On pourrait croire que ce sont 2 frères. D'ailleurs, ils ont grandi côte à côte durant 5 ans et demi. Comment ne pas imaginer que dans la même maison, partageant les mêmes jeux, la même table, Hugo ne se soit pas calqué sur cet enfant. De plus, depuis 2 mois, ils prennent tous 2 le même car pour aller à la même école. Depuis la rentrée, Hugo est comme ce garçon scolarisé en CLIS. Hugo a peut-être un retard scolaire, mais Hugo n'est pas comme l'autre. Hugo ne peut pas être comme l'autre. Hugo est forcément mieux puisqu'il est notre fils.
Le vêtement d'Hugo, son enveloppe, son contexte de vie, tout cela heurte Florence et Pierre. Mais de quoi s'agit-il en fait? Le vêtement, c'est bien sûr symboliquement la trace de ce qui a été offert à Hugo jusque-là, la peau en quelque sorte dans laquelle il a vécu, le ventre ou les ventres qui l'ont porté. C'est un peu comme si, pour la première fois, Hugo obligeait ses nouveaux parents à un regard sur ce qu'il a été jusque-là, un regard sur celui qui lui tenait place de frère, un regard sur ses difficultés à apprendre. Peut-être Florence et Pierre veulent-ils croire que les adultes qui se sont occupés d'Hugo jusque-là n'ont pas vu, pas imaginé les potentialités de cet enfant? Ils sont alors pris d'une irrésistible énergie, et vont mettre tout en œuvre pour qu'Hugo devienne ce que, pensent-ils, il a à devenir. Ils en sont sûrs, Hugo va devenir l'enfant qu'ils attendent. Il est maintenant urgent que nous lui trouvions une école, ce qui ne s'annonce pas comme une démarche simple. Dans la classe où il est à ce moment, on nous décrit ces écoliers comme étant hautement handicapés intellectuellement. Pour Pierre et moi, il est impensable qu'Hugo soit de cela. C'est impossible. Il doit être là par erreur, sinon on ne nous l'aurait pas confié. Là où nous habitons, il n'y a plus de place en classe. Cela m'arrange finalement, cela me permet de croire qu'il va en être désormais tout autrement pour Hugo. Ce à quoi nous aspirons, mon mari et moi, avec toute notre effervescence de nouveaux parents, c'est qu'Hugo grandisse le plus normalement possible, malgré l'adversité qu'il a connue dans ses premières années. Pour cela, il nous semble évident qu'il doit aller à la même école que nos autres enfants, celle qui est censée accueillir tout le monde. Quand je me dis cela, j'ignore encore l'étiquette déjà collée à cet enfant. À cause de son orientation en classe parce qu'il n'avait pas assez progressé pour entrer en CP, le directeur me dit que ce n'est pas possible d'intégrer un tel enfant dans l'école. La maîtresse de CP a déjà un effectif lourd et Hugo est trop âgé pour refaire une grande section de maternelle. Il nous reste la possibilité de faire une demande au directeur d'une école privée. Avant de prendre une décision, celui-ci demande à nous rencontrer et à faire connaissance avec Hugo. Ce jour-là, je tiens ce petit garçon par la main, sensation étrange. Suis-je sa mère? Il n'habite même pas encore dans notre maison. C'est pourtant bien notre nouveau fils, que je viens présenter à l'école aujourd'hui. Il est là, à mes côtés. J'aime sa candeur, sa tranquillité apparente, et peut-être est-ce cela qui séduit aussi le directeur de l'école. Il propose d'intégrer Hugo dans une classe regroupant des élèves de grande section et de CP, ce que nous acceptons. La classe spécialisée que fréquentait Hugo, ainsi que d'une certaine manière le blouson en sky, font partie de l'enveloppe ancienne. Florence fuit cette enveloppe, le reste de ce placenta qui nourrissait Hugo. Elle le fuit parce qu'elle a construit sa vie avec Pierre et leurs enfants autour des valeurs du travail, de l'effort et du courage. Comment ne pas entendre le désir de ses parents de permettre à Hugo de connaître autre chose que ce qu'il a traversé jusqu'à maintenant? N'ont-ils pas, comme tous les parents adoptifs, rencontré de nombreux intervenants qui avaient pour tâche d'évaluer leur désir de s'occuper d'un enfant au mieux et dans les meilleures conditions, qu'il s'agisse du contexte de vie ou de l'environnement psychologique? Alors Florence désire pour son petit, et ceci peut être d'autant plus ardemment que, comme on le verra plus loin, ses propres parents ont peu désiré pour elle-même. Voici maintenant le jour où Hugo visite notre maison, sa maison, et y prend son premier déjeuner. Son assistante maternelle l'accompagne durant le trajet. Dans la voiture, Hugo est peu loquace. Il reste également très silencieux en découvrant les lieux où il va vivre. Il se laisse approcher par le chien sans rien dire. « Tu te mets où tu veux ?» lui propose Mathieu en désignant la table avec les 6 couverts. Et Hugo choisit la place où il n'y a habituellement personne. Dans quelques jours, ce sera l'anniversaire d'Hugo. Et si on lui offrait un hamster, un gentil petit compagnon? C'est souriant le jour venu, qu'Hugo reçoit l'animal en cadeau. Nous sommes tous là, rassemblés autour de lui et nous l'invitons à partager cette joie. Mais que se passe-t-il? Il semble s'obliger à sourire. Est-il heureux, craintif? Je réalise que nous fêtons le jour de la naissance d'Hugo, notre fils, alors que cet événement parle d'un bout de son histoire qui ne peut se raccrocher pour nous à aucun souvenir. Que faire de ce vide? Seul son carnet de santé nous raconte un peu sa naissance. Ce matin-là, à 9h30, le chirurgien a pratiqué une césarienne pour extraire Hugo, pesant 2 kg et 800 g du ventre maternel.
La césarienne avait-elle été programmée? Pourquoi l'a-t-on pratiquée pour faire naître un bébé si petit? Le médecin de la DAS, que nous pourrons contacter au sujet de sa santé, nous dira. Il arrive que des bébés grandissent mal en fin de grossesse et que pour cette raison, on décide de les faire naître un peu plus tôt pour mieux les faire pousser à l'extérieur. Hugo pouvait-il donc en quelque sorte être en danger à l'intérieur? Y aurait-il donc au dehors, meilleur endroit qu'un ventre maternel pour se mettre en vie? Sur le carnet de santé, la cotation du score d'Apgar n'a pas été inscrite. Est-ce un oubli? Cela peut laisser imaginer le meilleur ou le pire. Sur la page suivante, un point posé sur « allaitement maternel » montre une hésitation. La case « allaitement artificiel » est finalement cochée d'une croix. La manière de venir au monde d'Hugo est étrangère à ce qu'a connu Florence pour ses 3 enfants biologiques. Il semble ne pas avoir attendu le terme, est né par césarienne, était de petit poids, n'a pas été allaité. Tout cela est tellement loin de ce qu'elle pense être nécessaire à un nouveau-né. Alors ce constat-là d'un enfant qu'elle pense avoir été insuffisamment attendu, choyé, nourri, lui donne envie d'en faire plus. C'est comme combler ce qui a manqué, réchauffer ce qui a eu froid, mettre des affects là où il n'y en a pas eu. Offrir un hamster dans l'idée que plus qu'un objet, un animal va peut-être lui permettre de ressentir, caresser, se consoler. C'est l'idée qui lui vient pour fêter autrement 7 ans plus tard, la naissance de celui qu'elle nomme maintenant Hugo mon fils. Une enveloppe chaleureuse. Hugo quittera définitivement sa famille d'accueil. Peu avant, il va passer une nuit chez nous. Ce jour-là, il n'a pas remporté son pyjama et je m'empresse d'aller lui en acheter un. Je ressens le même enthousiasme que celui vécu lorsque j'étais enceinte, et que je choisissais le premier pyjama pour l'enfant à naître. Le deuxième vêtement que j'achèterai à Hugo sera un blouson. Voici le premier soir d'Hugo à la maison, et l'occasion d'un premier bain pour lui ici. Il s'y plonge avec bonheur, et je prends plaisir à être maternante. Je l'enroule dans une serviette chaude et je le presse contre moi. J'admire les minuscules taches de rousseur qui ornent ses joues. Je le trouve beau. À son contact, c'est toute ma fibre maternelle qui se remet à vibrer. Si je pouvais, je le couvrais dès aujourd'hui dans mon giron. Mais il lui reste quelques jours encore à vivre dans sa famille d'accueil, et le lendemain nous l'y ramenons à contre-cœur. Il est intéressant de remarquer le soin que prennent les intervenants de l'AS dans l'accompagnement progressif de l'enfant, dans sa nouvelle famille. Le passage a lieu très respectueusement. Ce sont d'abord les parents adoptifs qui se déplacent et non l'enfant qui est déplacé. Le temps imposé à la famille et à l'enfant permet à chacun de désirer rejoindre l'autre. D'autre part, les intervenants sont présents et à l'écoute de ce que les parents manifestent. Il me tarde de le garder à la maison, sa maison désormais. Lorsque nous étreignons Hugo dans nos bras, son odeur nous paraît encore étrangère. J'ai cette sensation-là lorsqu'un autre enfant vient dormir à la maison, sa peau, ses cheveux, ses habits sont imprégnés d'autres senteurs. Pierre ressent cette même différence singulière, cet autre parfum dont est imprégné Hugo. Mais dans quelques semaines, il n'y paraîtra plus. C'est Pierre qui dira un jour, après l'avoir pris dans ses bras. Il sent comme nous maintenant, il est des nôtres. Hugo n'intégrera notre famille qu'après plusieurs semaines de mise en relation. Pendant toute cette période, nous partageons des repas avec la famille d'accueil chez eux ou chez nous. C'est à chaque fois l'occasion de faire une grande tablée qui me réjouit. Tous les enfants participent à leur manière à l'entrée d'Hugo dans notre famille. Nos enfants découvrent que la vie est bien compliquée pour certains. Au fil des rencontres, l'assistante maternelle nous parle de l'arrivée d'Hugo chez elle alors que sa première mère, c'est ainsi que je l'appelle, venait de mourir. Il avait alors 1 an et demi. Il ne marchait pas, ne parlait pas, paraissait n'avoir jamais mangé à la cuillère et ne demandait rien. Il nous apparaît alors que le chemin parcouru depuis ce temps-là est remarquable. Même si Hugo s'exprime avec un vocabulaire sommaire, même s'il garde un petit défaut de langage qui se corrigera facilement avec des séances d'orthophonie, ce que nous voyons, c'est qu'il parle avec tout le monde et cela nous rassure. Emma, notre fille qui a 6 ans, a bien entendu que le père biologique d'Hugo, même s'il ne s'occupe pas de ce fils, existe quelque part. Elle lui demande naïvement. « Comment il s'appelle ton papa ?» Et Hugo,
qui a pourtant connaissance du nom de son géniteur, répond en donnant le prénom de mon mari. Mon papa, il s'appelle Pierre. Ce que nous entendons, c'est qu'Hugo vient confirmer que son papa est bien là, près de lui. Je me souviens, moi, qu'à l'âge Hugo, j'imaginais avoir un autre papa et une autre maman que ceux avec lesquels je vivais. Je n'arrivais pas à aimer mes parents, je ne pouvais pas, c'était trop difficile pour moi. Pour que ce soit plus doux, je rêvais qu'ils m'avaient adopté sans rien m'en dire. Et il m'était bon de penser que j'avais sûrement quelque part des parents merveilleux. Cette pensée m'a aidé à vivre et à pouvoir me greffer à d'autres adultes, qu'enfants j'ai pris pour modèle. Sans doute sont-ils, sans le savoir, mes tuteurs de résilience. Nous savons à quel point l'enfant qui arrive au milieu de nous vient faire écho à ce que nous avons vécu dans notre propre histoire d'enfant. L'arrivée d'Hugo vient réactiver l'histoire familiale de Florence, histoire dont elle dit elle-même s'être sortie grâce à des tuteurs de résilience. Florence peut donc tout à fait imaginer qu'il peut en être de la sorte pour Hugo, et qu'elle peut à son tour assurer la fonction d'étayage que d'autres ont auparavant assurée pour elle-même. Depuis des années de pratique en psychogénéalogie, j'ai pu repérer dans les génogrammes de nombreux parents adoptifs l'existence de parents de substitution. En effet, au moment où le parent commente son génogramme, il prend conscience que ceux qui ont occupé la fonction de parent lorsqu'il était enfant n'étaient pas seulement ses parents biologiques. Il retrouve qu'une marraine, un oncle, une voisine, une grand-mère ont joué le rôle de parents de substitution. Il a lui aussi en quelque sorte été adopté. Ainsi, la plupart de ses parents savent déjà, en ayant fait l'expérience dans leur propre histoire, que leurs enfants vont pouvoir, comme eux, grandir et se développer grâce à d'autres repères que les repères biologiques. L'arrivée d'Hugo dans sa nouvelle famille. Il arrive enfin, le jour où nous allons chercher. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.